Bonjour les amis, pour cette nouvelle émission d'Entrons en résilience. Puis je dis à mon invité, parce que j'ai oublié qu'on vous regarde dans le petit œil qui est au-dessus là, et pas en bas de l'écran. Mon invité, c'est un rayon de soleil aujourd'hui. En plus, il fait très beau dehors, ce qui n'est pas évident à Québec. On l'accueille tout de suite, Martine Wilkie. Bonjour Martine. Bonjour Patrick, Je suis bien content que tu sois là. je suis très heureuse d'être venue aujourd'hui. On a commencé un tout petit peu en retard, mais pour vous, ça paraît absolument pas. Aujourd'hui, on va parler de maladies auto-immunes, on va parler de drame, on va parler d'être ce que j'adore, de refuser d'être condamné au malheur. Les maladies auto-immunes, c'est un terme qu'on connaît bien, sauf que quand ça nous arrive, puis qu'il n'y a pas trop de solutions, il n'y a pas de médicaments, on vous cherche des trucs, on ne vous trouve pas, on constate juste que ça ne va pas bien. Ben, moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un aujourd'hui qui s'en est sorti, puis elle va nous expliquer un peu ça au travers d'un parcours attachez vos ceintures, riche, il n'y a pas d'autre mot. Oui, riche. D'où elle vient, Martine Wilkie, mondialement connue? Mais en fait, tu vois, moi, je suis née dans le bout de Mascouche. J'y demeure toujours maintenant. Et j'ai grandi sans père. Mon père, moi, est décédé très, très jeune dans ma vie. J'avais 1 an et demi. Et puis, tu parles de vie riche, oui. Aujourd'hui, j'arrive à voir ça d'une façon beaucoup plus positive avec toute la richesse que j'y vois. Mais on pourrait dire que ma vie a été un drame à plusieurs moments. Et ce qui fait qu'à un moment donné, très jeune dans ma vie, j'ai commencé à avoir beaucoup de symptômes physiques très, très éprouvants. À 25 ans, j'avais de la difficulté à tenir mon enfant dans mes bras. Là, tu parles tout de suite, puis j'aime bien ça parce qu'on est dans le vif du sujet, de symptômes physiques, pas psychologiques. Non. L'apparence extérieure, en tout cas, de ces symptômes-là, c'était physique. Tout à fait, oui. Moi, j'étais quelqu'un qui vivait beaucoup dans l'action, qui n'acceptait pas non plus le rôle de victime, mais je l'ai transposé dans étant très à l'extérieur de mon corps et je n'ai pas décidé de vivre mes deuils et mes souffrances émotionnellement. Donc, moi, mon frère est décédé par suicide et puis il a commis ce geste irréparable-là un dimanche. Et moi, le mardi, je suis retournée travailler et je ne parlais pas de ça. Je ne vivais pas ça. Et j'ai fait ça dans près de tous les drames que j'ai vécus. Tu n'en parlais pas, c'était comme une forme de déni, Ah, tu ne tout à voulais pas y fait. penser, Oui. c'est ça? Bien, sans vouloir y penser, bien sûr, ça occupait chacune de mes pensées toute la journée, ça prenait toute la place, mais moi, je le tassais volontairement. Tu avais quel âge quand c'est arrivé ça? Quand mon frère est décédé, j'avais 20 ans. Ok, donc c'était avant ce dont tu nous parlais à 25 ans, Oui. de tenir ton premier enfant, je suppose. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre, j'allais dire 1 an et demi, le décès de ton père, puisque chronologiquement c'est le premier élément dont que tu acceptes de nous livrer, puis je t'en remercie. Mais entre cet âge-là et ta 25e année où tu n'arrives pas à prendre ton enfant dans les bras, est-ce qu'il y a un rapport maintenant avec le recul, même si elle a 26 ans aujourd'hui? Mon enfant, ma plus vieille, a 13 ans, donc non. Oups, non. Est-ce que tu vois, comme on dit, un rapport de cause à effet? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 24 années? Oui. Mais je pense que le fait est que j'ai vécu tellement de drames. Tu sais, on parle de la perte de mon père à 1 an et demi. J'ai aussi vécu de l'abus sexuel quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai vécu des relations amoureuses qui étaient violentes. Et donc, je dirais que c'est un peu le fait de me couper de mes émotions, de tout ce qui se situait au niveau des ressentis. À un moment donné, comme je ne me permettais pas de souffrir émotionnellement et de vivre mes peines, mes drames du début à la fin, dans toute l'acceptation qu'on a besoin de faire, bien, c'est, je crois, ce qui a amené à cette souffrance physique-là. Ok. C'est très actuel, je trouve, ce que tu nous dis aujourd'hui,
parce que ben, j'ai assisté à une réunion il n'y a pas longtemps pour faire court sur la génération actuelle des jeunes, de par la virtualité de leur monde avec les réseaux sociaux, Mhm. etc. Ils sont coupés de leurs émotions, mais j'allais dire au quotidien. Ah, tout à fait. Puis je me demande si c'est même pas un problème de société, parce on parle des jeunes, mais même pour les moins jeunes, on est peut-être dans ce mauvais cheminement-là où, par peur de souffrir, on ne vit pas nos émotions. Est-ce qu'avec le recul, dans ces différents drames de ton premier quart de siècle, puis on t'en souhaite plein d'autres, Oui. maintenant tu as conscience que tu voulais vraiment te couper de ça pour pas souffrir, pour pas que ça paraisse, Oui, j'en étais même consciente quand je le vivais. même au moment. Quand je le vivais, je savais qu'est-ce que je faisais. Que j'avais comme, je disais, une boîte à tiroirs où volontairement j'allais placer mes drames et mes deuils dedans et je le refermais volontairement. Est-ce que c'était un genre de défi, de dire je suis dur au mal? Oui, oui, parce que pour moi, très jeune dans ma vie, la force, être euh, surpuissant, c'était quelque chose que je valorisais et on me valorisait aussi pour ça. Quand je me remettais facilement d'une épreuve, les gens me valorisaient pour ça. Est-ce que tu dirais que tu étais plus résistante que résiliente, justement, Ah à oui, cette époque-là? pendant cette partie de ma vie-là, j'étais très résistante. Parce que moi, je sais qu'on a une grande résiliente avec nous aujourd'hui, mais je ne peux pas vous le dire comme ça. Coupez au montage. Non, il n'y aura rien de coupé. Mais c'est parce que souvent les gens confondent résistance et résilience, Oui, justement. Donc le déni, qui est l'ennemi de la résilience en plus, t'a amené vraiment. dans cette période-là à être dur au mal, comme on dit. Ah oui, totalement. Et les gens ne s'en rendaient pas compte. Non. Non, parce que je vaquais à mes occupations, j'étais une fille active, j'avais un groupe social, j'étais pas quelqu'un qui passait sa vie à parler de ça. Et souvent, on a tendance à voir le manque de résilience de quelqu'un quand il passe son temps d'en parler. Mais quand quelqu'un n'en parle pas, ben, les gens n'en parlent pas. Donc, ils croient qu'on va mieux. Ouais, d'accord. Donc tu étais plus dans le paraître que dans l'être, en fait. Ah oui, C'est ça. vraiment. Vraiment. Donc plein d'amis, Plein d'amis, mais personne à qui parler. jamais C'est ça. personne à qui parler. Brièvement sur les abus physiques, comment on fait pour masquer ça au quotidien, que ça Ben, soit très jeune mhm. ou un petit peu moins jeune, je sais pas. Quand j'étais très jeune, je je m'accordais pas beaucoup d'importance et on était toujours, quand ça se passait, ces abus-là, il y avait des gens présents. Donc, pour moi, le fait que personne n'intervenait, ça m'amenait à croire que c'était normal. Parce qu'il y avait des adultes autour et pour moi, en tant qu'enfant, quand je faisais quelque chose de pas correct ou un comportement qui n'était pas acceptable, bien, on me reprenait. Et là, comme il n'y avait personne qui intervenait, bien, pour moi, je me suis dit que c'était ça la vie. Et puis plus tard, ma mère, c'est une des relations amoureuses que j'ai eues qui était violente, ma mère s'en était aperçue. Mais euh, quand on vit ça, on essaie de tasser les gens au maximum. Et, je veux pas, le système judiciaire faisait aussi qu'il n'y avait rien à faire. Parce que ma mère est allée voir la police, essayer de tout faire pour faire en sorte que cette personne-là ait des conséquences. Mais tant aussi longtemps que moi, j'ai pas décidé que je valais plus que ça et que je faisais moi-même les démarches, il n'y avait pas de suivi. Mais à ce moment-là, ma mère intervenait. Puis le fait d'en parler comme on fait aujourd'hui, Oui. pas juste dans ce média-là, a fait avancer les choses énormément aussi, même si on sait qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui n'osent pas témoigner par Ah oui. rapport à cette problématique-là Oui. de société, je dirais. Oui. Puis je pense pas qu'on va régler quelque chose aujourd'hui, mais le système judiciaire fait en sorte que les gens n'ont pas envie d'en parler. Parce que si je regarde juste moi mon cas, cette personne-là a eu 3 mois de thérapie,
thérapie auquel il n'a aucunement participé. Là, cette deuxième période avec Oui. une personne bien spécifique, quand tu es jeune adulte, on ne parle plus d'enfant, hein, c'est ça? Ou tu es toujours sur la période où, quand tu étais enfant? Non, là, on est dans le jeune adulte. Dans le jeune adulte, tu n'étais pas maman encore. Non. Ok. Il y a un lien facile à faire avec le fait que tu as eu du mal à prendre ton premier enfant dans tes bras, Bien sûr, je oui. suppose. Oui. À ce moment-là aussi, j'ai commencé à être malade. J'avais eu un cancer au niveau du col de l'utérus. Et les traitements et la violence que j'ai subis ont fait en sorte que pour moi, le chemin vers la maternité a été plus difficile. Ouais. Au niveau, ça a été quand tu l'as eu dans tes bras, tu me disais tout à l'heure, ou c'est la grossesse également qui a été En difficile fait, à ce non, moment-là? j'avais déjà commencé à souffrir physiquement, mais quand tu es jeune, parfois, Ouais. tu sais, on fait la vie un peu olé olé, et là, on se dit, ah, ben, c'est parce qu'on s'explique les choses et on n'a pas tellement conscience de notre corps. Moi, en fait, à cet âge-là, j'avais pas conscience ni mes émotions, ni mon corps. Hein. J'avais aucune importance à mes yeux. Puis le sujet des grossesses, c'est un sujet qui te touche et qui est sensible, je dirais, puisque Oui. tu as 2 enfants, hein, on le Oui. rappelle, puis tu as travaillé fort pour les avoir, Oui, vraiment, j'ai travaillé très fort. parce qu'il y a eu d'autres grossesses. Oui. Bon, c'est peut-être pas le sujet du jour, dans le thème précis dans lequel on est là, mais ça démontre un parcours, que ces années de construction où apparemment, c'est pas apparence, tu as eu du mal à apprendre à t'aimer et la relation d'amour était comme faussée un peu au départ. Ben, tu as travaillé fort, puis tu as quand même réussi Oui, hein, oui, tout à fait. à revenir dans le droit chemin. Oui. On met un peu d'humour parce que sinon je vais mettre à pleurer, moi. Moi, ces affaires-là, je trouve ça tellement épouvantable. Mais bon, avec un soleil pareil à côté, on n'a pas le choix, faut avancer. Tenez bon, les amis, on est en soutien. À quelle époque de ta vie tu découvres que tu as cette fameuse maladie auto-immune? Là, on ne parle plus du cancer Non, au niveau du col de non, l'utérus. ça avait été réglé très rapidement. Tu t'ennuyais, c'est ça? Oui, oui, je m'ennuyais, donc j'ai créé autre chose. Mais pendant, vous voyez, là, comme j'explique, déjà à 25 ans, je vivais un inconfort physique assez extrême. Et puis ça a continué. On faisait des tests, on essayait de trouver qu'est-ce qui se passait, pourquoi je souffrais à ce point-là. Assez que ça devenait handicapant, j'avais de la difficulté à marcher. Et là, tous les chemins ont porté vers la maladie auto-immune. Et j'ai environ 32 ans quand on me nomme la section maladie que j'avais. Et là, quand on vous annonce ça, ce n'est pas un diagnostic clair. Parce que la maladie auto-immune, il va y avoir quelques petits symptômes, quelques petits trucs techniques qui vont détecter que c'est ça, mais ensuite, il y a 100 maladies auto-immunes. On rappelle que maladie auto-immune, ça veut dire qu'on a moins de défense immunitaire. Donc, si on a quelque chose de grave, c'est pas lié à cette maladie comme un cancer de l'utérus. Non, pas du tout. On peut attraper une pneumonie, n'importe quelle maladie, parce que l'organisme ne se défend plus. Exactement. C'est mes cellules qui attaquaient mon corps. Ouais. Est-ce que c'est vrai que quand on entend un diagnostic posé de maladie auto-immune, c'est qu'en gros, ils cherchent, quoi? Oui, ils cherchent, mais moi, ce qui avait ressorti le plus fort à l'intérieur de moi, c'était que c'était à vie. J'étais prise avec cette condition-là à vie. Ça, c'est ce qu'on t'a dit? Oui. Au niveau du corps médical? Oui. On ne se guérit pas Bonjour de ça. Martine, vous avez une maladie auto-immune. Oui. Bonne chance. C'est ça? Oui. C'est pour le reste de ta vie? Pratiquement. Puis en plus, la section qui s'occupe de nous, c'est un corps médical qui s'occupe de personnes âgées. Hein. C'est un type d'arthrite que moi, j'avais dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, pour eux, les gens âgés, c'est leur clientèle. Et ben, moi, j'étais un peu mal suivie. Hein? On n'avait pas un accueil extraordinaire à ce moment-là. Là. Donc,
C'était prends ce médicament-là, puis tu vas prendre quelque chose comme ça jusqu'à temps que tu meurs. Peu importe les symptômes que tu vis par rapport à cette médication-là, tu es obligé de prendre ça. Et toi, ben, ça t'a pas suffi, ça. J'ai Tu ne te voyais pas prendre des pilules jusqu'à la fin de tes jours non. avec ça. J'ai un côté très rebelle. Ouais. Et moi, la victimisation, moi, je n'ai jamais embarqué là-dedans. Et même que ça me mettait, moi, en réaction quand on me traitait de victime. Alors qu'on me pose un diagnostic qui va me placer en victime, et ça pour le reste de ma vie. Moi, je n'ai pas adhéré à ça, d'autant plus que la médication que je prenais était très forte. Il y a beaucoup de gens sur le marché de la drogue qui consommaient ce que moi, je consommais tous les jours. Et moi, ça faisait aussi que je ne pouvais jamais arrêter de prendre de médicaments. Si je ne prenais pas une dose, je devenais extrêmement malade. Et le fait d'être esclave de ces médicaments-là aussi me rendait encore là dans mon côté rebelle. Et ça m'a amené à faire beaucoup de prises de conscience, mais sur ce que je vivais émotionnellement. C'est marrant parce qu'on dirait, enfin c'est marrant, je suis en bord de rire non plus, là, mais on dirait que ton premier quart de vie, tu as refusé la souffrance qui t'a été infligée, puis ça a comme basculé dans le positif, parce qu'après, on t'a condamné quelque part au malheur ou à vivre avec une maladie, puis à ce moment-là, tu l'as refusé. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Rassure-moi, il n'y a pas besoin d'avoir vécu des choses épouvantables pour décider de s'en sortir Non. après. Ah bon, ça... Non, probablement que moi, j'étais difficile à comprendre. Ouais. Hein? Ouais. Mais tu as eu cette force intérieure pour aller chercher. Puis là, c'est maintenant. Il faut que tu nous expliques comment tu as fait, parce qu'on a tous, on se dit, hey, si ta main, j'ai une maladie auto-immune, qu'est-ce qu'elle a fait, Martine? Non, mais on sait bien que c'est pas la panacée universelle, mais à partir du moment où le corps médical te dit, il y a ça, puis c'est à vie, qu'est-ce que tu décides de faire, parce que ça, on l'a compris. Oui. Tu veux pas te résoudre à vivre avec cette maladie-là. On va tout de suite dire que ça fait un an et demi, je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, j'ai fêté ma première année, je suis libérée de médicaments. Ok. Ça fait un an et demi que j'attends de le recevoir. On se connaissait pas de toute façon. Mais qu'est-ce que tu as fait alors? Ben, sans chercher encore une fois à dire j'ai fait tel truc, puis c'est grâce à ça que je m'en suis sorti, puis tada, les médecins. Non. Jamais ça a été une drive pour moi de la démarche propre à Martine, oui. Puis qui fait qu'aujourd'hui, ben, oui. tu t'en sors. Assez à peu près à la même époque, j'avais commencé à justement faire des prises de conscience sur les souffrances que j'avais vécues auparavant. Ma maternité aussi m'amenait à vouloir offrir autre chose à mes enfants qu'une mère souffrante, très dure. Alors, j'avais déjà entrepris certaines démarches pour m'aider psychologiquement et émotionnellement. Tu avais déjà ton deuxième enfant, là? Oui, quand j'ai le diagnostic, j'ai mes 2 enfants. Puis là, ça se passe bien, là? Ah, ben maintenant, hein, j'ai 13 ans et 10 ans, mes enfants. Donc, je n'ai plus de bébé. Mais chaque jour, je bénis la chance et le privilège que j'ai d'être mère, là. Mais, donc, déjà, j'avais entrepris certaines démarches pour moi m'aider au niveau d'arrêter de souffrir à ce point-là, hein, physiquement, mais aussi, veux pas, en mettant tellement d'efforts à ne pas souffrir psychologiquement, ça devenait très épuisant. Et là, j'avais fait quelques petites prises de conscience. J'avais déjà participé à un atelier d'éveil de soi où il y avait des thérapeutes qui étaient présents. Et ils allument une petite lumière pour moi en disant qu'il y a beaucoup de gens qui souffraient de maladies auto-immunes qui avaient commencé à avoir ces souffrances-là après un choc émotionnel. Okay. Donc, moi, c'est ce que ça prenait pour ma petite lumière à allumer parce que je ne voulais pas accepter cette maladie-là. Je ne voulais pas accueillir le fait d'être malade pendant le reste de mes jours. Et j'ai fait plusieurs thérapies comme ça. Pour moi, la psychologie traditionnelle, ça ne fonctionnait pas. Ça veut dire que tu as essayé? Oui.
différentes Oui. te voient à ce niveau-là. Oui. Souvent, avec la personne, ça fonctionnait bien. Le thérapeute, avec cette personne-là, ça fonctionnait bien. Mais comme j'étais une experte en contrôle Ouais. émotionnel, ben, très souvent, je me déjouais moi-même. J'arrivais dans le bureau et je disais exactement ce que le thérapeute souhaitait que je dise. C'est-à-dire que la notion de lâcher prise, Oh non, pas du tout. Ah non, oublie j'étais pas ça là. avec Martine. Non, j'étais pas là. D'accord. Oui, et j'ai traîné ça, hein, ce contrôle-là, très longtemps. Euh, C'est très humble de l'aborder de cette manière, je trouve, parce que tu n'es pas en train de dire, de juger que la psychothérapie classique ne fonctionne pas. oh non, Ça ne fonctionnait pas avec toi. exactement. Donc ce qu'on retient là, en tout cas moi, ce qui fait que j'apprends beaucoup en te découvrant en même temps que vous autres, c'est que ton point fort, le central de tout ça, c'est que tu as continué à chercher ce qui te correspondait. Exact. J'étais comme dans une quête. Ok. Hein, j'avais mis toute l'importance et honnêtement beaucoup d'espoir dans ma guérison pour D'accord. justement ne pas Ouais. souffrir tout le reste de ma vie. On va avoir le temps pour en parler éventuellement d'un autre de tes outils. Mais encore une fois, vous voyez, on ne livre pas d'outils magiques ou qui va marcher à tout le monde. On parle de clé de vie sur Radio Clé de Vie. Ça tombe bien. C'est une clé pour une vie. Oui, Puis il y en a qui vont se servir de cette clé. Ce que j'entends vraiment, au-delà des thérapeutes, thérapeutiques, etc., c'est continuer à chercher ce qui nous correspond. ah oui. Moi, je dis souvent, il y a autant de thérapies et de thérapeutes pour le nombre d'humains qui est sur Terre. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas nécessairement pour toi. Puis tu as réussi à aller chercher ces clés-là pour arriver à lâcher prise, puis soigner le fond, Oui, c'est ça? oui, Ok. oui. Tout ce qui a été basé en fait sur les mémoires émotionnelles, tissulaires, je sais pas comment Oui. on peut appeler ça. Oui, en fait, moi, je crois beaucoup que toutes les souffrances émotionnelles que l'on vit, ça va se cristalliser dans des mémoires karmiques et qui s'accrochent à nos cellules. Donc, c'est pour ça que c'est très drôle que j'ai développé une maladie auto-immune, parce que mes cellules attaquent mon corps. Donc, c'est là où, pour moi, cette quête est devenue si importante. Je voulais libérer, pas seulement Martine, mais mon corps aussi. Je vais employer une image ou un exemple, je ne sais pas trop comment, je vais m'embarquer là-dedans vite fait. L'histoire de la mémoire émotionnelle et tissulaire dont tu nous parles, karmique, je suis certain qu'il y en a au moins un ou deux qui nous écoutent et qui comprennent absolument rien à ça, comme moi. Mais si on ramène à un exemple concret, quand on se fait mordre par un chien, notamment jeune, oui, il y a la blessure, le croc, etc. Ça guérit. Pourtant, il reste après la peur. Exactement. Pourtant, pas tous les chiens mordent. Exactement. Donc, il y a bien quelque chose qu'on garde en mémoire. Ça a l'air évident quand on parle d'une morsure de chien, parce que ça parle à tout le monde. Oui, puis ça paraît, souvent on a la cicatrice qui est présente. Ouais. Mais même s'il n'y en a pas, la peur peut être présente. Donc ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est qu'il faut aller chercher ça à résoudre par les moyens qui nous correspondent. Exact. On a compris que Martine n'était pas pro-médicale sur le truc de base. Non, parce que malgré tout... Mais ça a l'air de marcher, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je suis en pleine forme. Je ne dirais pas qu'elle a 65 ans quand on la voit comme ça. Puis le temps passe à une vitesse incroyable avec toi. Est-ce que y a un autre type d'outil ou de clé que tu es allé chercher dans le temps ou en complément? Oui. Moi, j'ai adopté très rapidement dans cette quête-là la méditation. Pour moi, ça m'a vraiment aidé à travailler le lâcher-prise. Mais ce qui m'a vraiment aidé à me libérer, c'est l'hypnose ericksonienne, qui est un type d'hypnose où on va aller, si je peux dire, contrecarrer le conscient. Parce que moi, je contrôlais toutes les thérapies auxquelles je pouvais participer. Et même dans les séances d'hypnose, j'ai tenté de contrôler et on a réussi à déjouer cette portion-là de mes réactions de défense.
Et puis, c'est vraiment grâce à l'hypnose que moi, j'ai réussi à me libérer émotionnellement. On en entend parler, ça, du contrôle, même auprès des thérapeutes, hein, parce qu'il y a ben, une chance, tu n'en es pas une, enfin que je sache, mais les tueurs en série Ouais. qui sont tellement crédibles, soit par contrôle, soit parce qu'ils s'imaginent que ce qui déforme de la réalité est réel. Tout à fait. Donc toi, grâce à l'hypnose, dans ton cas, encore une fois, ça a permis de débloquer ces verrous-là. Et donc, facile à faire, de trouver les clés. Et voilà. Ensuite, les clés étaient là devant moi. Voilà. Nous avons Houdini version femme. Elle débloque les verrous avant de trouver la clé. Martine, on est quasiment à la fin de l'émission. Je crois qu'on va être obligé d'en refaire une deuxième. Pourquoi pas? Pour qu'on rentre encore plus dans le détail de ce qui t'a servi, encore une fois. Peut-être éventuellement dans un autre format, dans ce que tu proposes aussi, parce que même si ce n'est pas le propos ici aujourd'hui, ça t'a amené à vouloir aider les autres. Oui. D'une certaine manière, parce que toi, tu n'as pas eu cette aide-là, ou quand tu l'as eu, j'étais pas prête. Tu l'as refusé. Oui, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un rôle aussi de thérapeute ou d'intervenant comme tu es pour aider les gens à cheminer afin d'être prêts à après aller consulter oui. tel ou tel corps médical ou autre? Puis ce qui fait aussi que j'ai décidé de dédier ma vie à ça, c'est que souvent, moi, ce que je vivais, c'est que les thérapeutes n'avaient pas mon vécu et je me sentais pas comprise. Et moi, j'ai tellement vécu de drames et de choses dans ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai cette compréhension-là pour les autres et j'ai ce désir très fort d'aider les gens à se libérer émotionnellement, mais aussi à vivre tous les obstacles qui se placent sur la route d'une façon positive et remplie d'amour pour soi-même. Parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Ouais, c'est beau, hein, elle parle bien en plus. On va conclure là-dessus. Et là, je m'adresse plus précisément aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui suivent l'émission depuis le début, là, donc depuis plus d'1 an. Vous aurez remarqué à la rencontre de ces gens-là qui ont vécu comme Martine, je ne vais pas citer les autres invités, des blessures, de l'abus physique ou de la violence mentale, psychologique. Souvent, il revient, puis on fait un coucou, j'allais dire amical, mais c'est même amoureux à tes enfants, il revient la difficulté de redonner à nos enfants ce qu'on n'a pas eu enfant de soi-même. Oui. Il faut du courage pour être parent, et je trouve que ces parents-là qui arrivent à faire baigner leurs enfants dans un amour inconditionnel, même si au départ c'est difficile, puis tu le faisais au niveau gestuel, ils méritent une médaille plus grosse que les autres. Et alors en plus, quand ils redonnent aux grands enfants que nous sommes, puis ce qui est le cas de Martine, alors là c'est une médaille, elle ne rentre même pas dans la pièce. Donc envoyez des médailles à Martine. Oui, plein de médailles, j'adore les médailles, mais je peux dire la vie pour moi c'est une médaille aujourd'hui. Juste cet amour que j'ai de la vie, cet amour, puis ce privilège-là, l'une de mes plus belles médailles, c'est mon privilège d'être mère. Bah écoute, parce que je vais le faire moi aussi, on va venir commenter, partager ce petit bout de vie que tu nous as si bien décrit, et puis avec ta lumière, là, je vais dire extérieur, intérieur. Enlevez les lunettes de soleil, l'émission est terminée. Merci beaucoup Martine. Merci. Merci d'être exceptionnel comme t'es. Merci à vous d'écouter, vous êtes des êtres incroyables, oubliez-le jamais. Ça, la dernière partie est vraiment vraie. À bientôt pour une nouvelle émission. Salut.